Donc Cheb Imolia, bonjour et merci d'être à nos côtés donc, pour ces 8e éditions des rencontres cinématographiques du Sud et d'avoir accepté donc, cet entretien avec les étudiants, donc Léonie et moi-même, en master stratégie du développement culturel à l'Université de Munich. Donc avant de discuter de votre long métrage, c'est pourquoi donc, vous êtes là aujourd'hui, donc comme des rois, nous aimerions vous connaître un petit peu plus et parler de vous. Vous êtes en premier lieu écrivain et vous avez publié 7 livres, dont 4 romans. En quoi c'est différent d'écrire un livre et d'écrire un scénario de film? Un scénario de film, il ne faut pas que ce soit, par exemple, stylistiquement, il ne faut pas que ce soit singulier du tout. Il faut que ce soit très simple à lire. Donc, je dirais qu'une phrase de scénario, elle est déjà plus rapide à écrire qu'une phrase de roman, parce qu'on n'attend pas dans un scénario que vous fassiez du Proust ou du Céline. Et par ailleurs, la différence pour moi, elle est vraiment dans le fait qu'il y a des histoires dont j'imagine qu'elles seront plus intéressantes sous la forme d'un roman, et d'autres histoires dont j'imagine qu'elles sont faites pour le cinéma. Par exemple, je ne suis pas du tout un écrivain de la nature, je ne sais pas écrire sur une forêt, je ne saurais pas le faire. En revanche, j'aime beaucoup le cinéma des grands espaces. Donc si j'ai une histoire, je sais pas, mon premier court-métrage, c'était 2 types qui se perdaient dans la montagne, c'était évident que j'étais incapable d'en faire une nouvelle, alors que cinématographiquement, ça me faisait très envie. Voilà, donc je dirais que c'est le désir d'une histoire qui appelle une forme dont je me dis elle sera plus adéquate. Et pour vous, votre imagination se développe plus facilement dans l'écriture filmique ou l'écriture... C'est vraiment les deux. Enfin, je devrais, si j'étais quelqu'un de raisonnable, je devrais peut-être arrêter d'écrire des livres, parce que les livres, c'est hyper laborieux, hyper long. Malheureusement, il n'y a pas autant de lecteurs que de spectateurs. Mais en même temps, voilà, en littérature, il y a une liberté phénoménale. Dans un roman, j'ai détruit Paris, par exemple, je ne pourrais pas le faire au cinéma. Et puis, voilà, je sais pas, j'y trouve, je pense que c'est comme vous voyez des films, vous lisez des livres, donc c'est sans doute que l'un et l'autre vous apportent des plaisirs différents. Et je pense qu'en tant qu'artiste, c'est la même chose. Moi, je vais vers l'écriture de romans parce que j'y trouve un espace qui me plaît, et le cinéma, c'est autre chose. Donc, je vis vraiment l'un et l'autre. Et d'ailleurs, ma vie au quotidien, elle est complètement clivée. Je la partage en deux. Le matin, je travaille sur un film, l'après-midi sur un roman, ou le contraire. Et c'est vraiment 2 activités qui, pour moi, avancent de front. Qui se complètent. Qui se complètent, ouais. Si vous deviez citer un roman qui a inspiré vos débuts dans le cinéma, ce serait lequel? C'est une question difficile. Un roman qui aurait inspiré mes débuts dans le cinéma. Non, je crois. Je penserais plutôt à des. Il y a des films qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Voilà. Par exemple, les westerns de John Ford m'ont donné envie de faire du cinéma. Les films de Gus Van Sant, les films très contemplatifs. Alors, c'est pas du tout forcément ce cinéma-là que je fais, mais c'est ces choses-là qui font que j'ai eu envie, voilà, d'aller moi aussi essayer de mettre en scène des comédiens, d'aller moi aussi travailler sur des cadres, sur le montage, etc. Mais c'est pas que le côté esthétique? Non. Non, et puis il y a des parcours de cinéma que j'aime beaucoup. Par exemple, je suis très sensible à la manière dont, par exemple, Steven Soderbergh, c'est un réalisateur que j'admire parce que j'aime bien la manière dont il explore des formats différents, des formes de cinéma différentes. Il fait aussi bien Ocean's 11 que des choses très étranges, très singulières, comme un petit film qui s'appelle Bubble, par exemple, et puis il touche aussi à la série. Voilà, ça, par exemple, c'est des parcours qui me plaisent parce que moi-même, en tant que cinéphile, j'aime des cinémas très différents. Je peux me prendre de passion aussi bien pour des films de super-héros que pour du cinéma contemplatif iranien. C'est des plaisirs qui se complètent aussi. D'accord. Vous avez fait vos études dans le cinéma, dans le domaine du cinéma? Un petit peu. Supérieures? Un petit peu, pas tant que ça finalement, parce que j'ai fait des études d'analyse de films, d'histoire du cinéma, mais j'ai pas appris à fabriquer le cinéma, par exemple à la fac ou à la FEMIS. J'ai appris à fabriquer le cinéma vraiment en faisant des courts-métrages, donc en faisant, quoi, sur le tas. D'accord, donc il n'y a pas vraiment eu de transition entre vos études et vos premiers courts-métrages? Non, je pense que j'ai appris. Je pense que quand j'ai fait mon premier court-métrage, j'avais déjà publié un roman, et je pense que ça m'a aidé. C'est-à-dire, je pense que quand on fait pour profession de raconter des histoires, c'est des supports très différents, mais mine de rien, l'expérience que vous avez acquise en écrivant un roman, en définissant des personnages, en développant une intrigue, elle vous sert évidemment quand vous allez essayer de raconter une histoire au cinéma.
Mais après, vraiment, la question de la direction d'acteurs, la question du cadrage, la question du montage, ça, c'est vraiment des choses qui sont venues en travaillant, et puis qui sont venues, évidemment, à partir de mon expérience de cinéphile. Moi, je pense que tous, en tant que spectateurs de cinéma, on a acquis, en fait, déjà une expérience qui fait qu'on sait à peu près... Ouais, je pense qu'en fait, on sait à peu près ce que c'est un raccord, on sait à peu près ce que c'est un cadre, et on n'est pas si démunis que ça au moment de faire un film. Avant d'être réalisateur, vous êtes cinéphile et vous venez de le dire. Est-ce que le cinéma, selon vous, est une pratique culturelle plutôt collective ou individuelle? Pour moi, elle est très collective. Et d'ailleurs, souvent, quand je parle du film que j'ai fait, par exemple dans le cadre d'une discussion avec le public après une projection, je vais avoir tendance à dire nous ou on. On a fait ça, on est content parce que... Et on me dit souvent, mais c'est qui nous? Parce que dans l'imaginaire français du cinéma d'auteur, il y a l'auteur, quoi. Et l'auteur, c'est le démiurge, c'est celui qui fait tout. Et moi, je crois que le cinéma me plaît justement parce que, en tant que grand solitaire de l'écriture littéraire, je suis venu au cinéma aussi parce que j'avais envie de faire des films, mais aussi, si j'y suis resté, en tout cas, c'est aussi parce que j'ai goûté le sens des aventures collectives. Et je pense que l'époque est pas très riche en aventures collectives, et le cinéma, c'en est toujours une. Et donc, je sais bien que mon film... En tant que réalisateur, c'est moi qui reçois les éloges et les critiques. Mais je sais bien ce que je dois au génie d'un acteur, ce que je dois à la force de persuasion d'un chef opérateur, d'une costumière, d'un décorateur. Je sais bien que leurs idées, elles sont venues s'ajouter aux miennes, parfois contrarier les miennes, souvent améliorer les miennes. Et en tant pour moi, il y public, a cette dimension collective. plutôt côté public, en tant que public de cinéma, est-ce que c'est collectif pour vous comme pratique ou plutôt individuel? Pour moi, j'ai vraiment mes sensations les plus fortes sont dans des salles de cinéma. Alors, je vais vous faire une réponse un peu compliquée, c'est que je crois que mes expériences les plus fortes, c'est quand je vais tout seul dans une salle de cinéma pleine avec des êtres. Mais c'est quand je vais au cinéma, j'ai pas d'amis, j'y suis en solitaire, mais au milieu d'un collectif de spectateurs. Ça, pour moi, c'est là que j'ai eu mes expériences les plus fortes. Je trouve que on a besoin d'être captif d'un film. Voilà, pour que ça marche. Et on n'est jamais aussi captif que dans une salle de cinéma. D'accord. Donc on va parler de vos films un peu. Est-ce qu'il existe, vous direz qu'il existe un fil conducteur dans l'ensemble de vos réalisations? Alors, on me le dit un peu. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt envie de... je parlais de Soderbergh à l'instant. J'ai plutôt envie qu'il n'y ait pas de fil conducteur. C'est-à-dire, j'ai plutôt envie de faire des choses très différentes. Ce qui est vrai de mes 3 films, alors ça fait un vrai fil conducteur, c'est que je me suis intéressé, dans mes 3 longs métrages, à des personnages qu'on peut appeler des losers magnifiques. C'est-à-dire des personnages qui sont donc le contraire du winner, c'est-à-dire c'est des gens qui ne réussissent pas forcément ce qu'ils entreprennent ou ce qu'ils rêvent de faire, mais ils sont magnifiques parce qu'ils sont émouvants et parce que, enfin j'espère, en tout cas moi je les regarde avec émotion, et parce qu'il y a une certaine beauté à ne pas jouer le jeu, à mon sens. Il y a une certaine beauté à ne pas se conformer à des modèles standardisés de réussite. Et c'est en ça que le loser est toujours aussi un peu un rebelle, je crois. On se rapproche un peu de la déviance en fait. Oui, c'est-à-dire qu'on est regardé comme déviant quand on est... je sais pas, dans mon 2e film par exemple, c'est des personnages qui ont 40 ans et ils ont le sentiment qu'ils n'ont rien construit. Et c'est vrai, ils n'ont rien construit au sens où ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de job stable. Donc ça, c'est une forme de déviance. Et en même temps, voilà, on sait bien que c'est parfois très oppressant d'avoir coché toutes les cases. D'accord. Donc, on est à votre 3e long métrage, comme je voulais dire, et vous avez travaillé quand même avec des acteurs français de renom, comme Denis Podalides, Cadmerac ou encore Gilles Gaël. Pourquoi les avoir choisis? Et préférez-vous ces acteurs-là aux acteurs plus émergents? Ça ne se pose pas vraiment comme ça, c'est plutôt... vous faites un film, l'histoire appelle des personnages. Moi, il se trouve que pour la première fois, justement, avec Comme des rois, j'étais content de travailler avec un très jeune acteur qui avait 18 ans à l'époque et donc qui a 19 ans maintenant, qui est Timothée Klein. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas écrit des films pour des très jeunes gens. Et quelque part, ça me manquait. Je me disais, c'est bizarre, tu racontes que des histoires de gens plus âgés que toi. Et donc, comme c'était des gens plus âgés, je suis allé vers
des comédiens qui étaient déjà installés. C'est vrai que j'aurais pu prendre des inconnus, mais moi, dans mon plaisir de cinéma, en tant que spectateur, il y a aussi le goût de certains comédiens. Voilà. Denis Podalides, c'est un acteur que j'ai énormément admiré en tant que spectateur. Julie Gaillet, c'est quelqu'un qui m'a profondément touché. Cadmerat, c'est quelqu'un que j'ai appris à aimer, notamment dans la série Baron Noir. Voilà, donc les déclics qui se font comme ça, ils se font parce qu'à un moment donné, vous êtes un peu en amour devant un comédien, et il y a un désir de cinéma qui est lié à l'envie de l'emmener dans vos propres histoires. Et le scénario pour Comme des rois, vous l'avez écrit avec Frédéric Chanzel. Comment ça s'est passé? Frédéric, c'est un ami de très longue date. J'étais dans une période de très très grand doute après mon deuxième film. Ça arrive parfois. Je ne savais pas du tout vers quel cinéma aller. J'avais envie de faire des choses très différentes. Et il m'a beaucoup aidé déjà à écouter mes envies, à poser les bases d'une histoire, à faire émerger des personnages. Donc on a travaillé ensemble vraiment au début de l'écriture, et puis ensuite quand on est rentré dans les dialogues, j'ai eu envie de continuer seul, parce que je pense que je pratique l'écriture plutôt en solitaire, et que quand on arrive à la question du dialogue, on est vraiment sur une forme de musique, la manière dont on fait parler les personnages, et c'est très intime, donc c'est quelque chose... que sur ce film-là, en tout cas, j'ai senti qu'il fallait que je m'en charge tout seul. D'accord. Tant qu'on revient sur le titre Comme des rois, qui semble être un peu ironique quand on voit le film, pouvez-vous nous en dire plus sur le titre et l'expliquer peut-être? Il a une histoire amusante, c'est que c'est un scénario qui a connu beaucoup de versions, bien sûr, et dans une version, le père dit au fils, si on fait ce truc-là, tu verras, plus tard, on sera comme des rois. Voilà. Et cette ligne de dialogue a disparu du film, mais ce qui est resté, c'est ça, c'est ce truc. Alors oui, effectivement, bien sûr, c'est ironique, comme des rois, l'un a un œil poché, il s'est fait taper dessus, l'autre a un costard trop petit pour lui. Bien sûr, ce ne sont pas des rois, mais pour moi, c'était presque un titre manifeste, c'est-à-dire quand vous travaillez sur... la précarité, les classes populaires, voilà, la question de la crise en France, dans le cinéma français, le traitement qui est attendu, c'est un traitement très grave, c'est un traitement presque, je dirais, parfois misérabiliste malheureusement. Et moi, mon expérience des classes populaires, donc je ne m'estime pas du tout originaire des classes populaires, mais je les connais un peu par un documentaire que j'ai fait pour Arte à Aubervilliers il y a 2 ans, Aubervilliers étant l'une des villes les plus pauvres de France, et je ne sens pas du tout ce misérabilisme-là quand je vais là-bas. Je trouve qu'il y a de tout dans une vie, même dans des vies de misère, il y a de tout. Il y a de l'humour, il y a des rêves, il y a de l'imagination, il y a de la fantaisie, il y a de l'inattendu. Et donc j'avais envie de raconter la vie de gens qui sont objectivement en détresse, mais sans faire un film... qui soient plombés par ça, parce qu'eux-mêmes ne le sont pas. Justement, on revient sur la comédie sociale. Vous avez dit en 2011, dans un article de Télérama, je cite, dans un nouvel entre-deux, ni drame à message, ni comédie formatée. Donc, Comme des rois, est-il une comédie sociale? Moi, je le vois complètement comme ça, ouais. Et vraiment, donc mon premier film s'appelait 8 fois debout, et pour moi, c'est la continuation de cette veine-là. C'est intéressant d'ailleurs, parce que quand vous faites des films comme ça, selon les spectateurs, la réception n'est pas la même, et parfois même sur une même scène, vous allez avoir des gens qui vont retenir plutôt la dureté, parce que là, objectivement c'est dur, et d'autres qui vont retenir le côté lumineux, drôle, parce que la manière dont c'est traité est drôle. Et vraiment, cet entre-deux qui n'est pas facile à faire exister sur le marché du cinéma, parce que dans le cinéma... on a envie de cases, donc on a envie de savoir si vous êtes un drame, si vous êtes une comédie, si vous êtes un film d'auteur, si vous êtes... Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt cet entre-deux, mais d'abord parce qu'en tant que spectateur, j'adore ce cinéma-là. Par exemple, j'adore les comédies de Ken Loach, qui sont dans des milieux très durs, mais où il y a comme ça une légèreté. J'aime la manière aussi dont le cinéma américain peut mélanger comme ça drame et comédie. Et puis par ailleurs, je crois que la vie est comme ça. Je crois que la vie est très impure. Enfin, la vie n'est pas dans un genre. Moi, quand une catastrophe me tombe dessus, je pense toujours à la manière dont je vais la raconter, et je sais que ce sera drôle. Donc, tout est question de regard, en fait, et d'énergie. Et je crois que
voilà, même dans des situations très dures, il y a toujours place pour une forme d'humour. Vous confiez dans plusieurs interviews être fan de super-héros, et vous nous l'avez dit dès le début déjà. Pourtant, le père, comme des rois, joué par Cadmerade, reflète plus l'image du anti-héros. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, en tout cas, moi, ce qui me touche, je ne sais pas à quel point on le sent dans le film, mais moi, ce que je crois, c'est que cet homme a été flamboyant. Il a une voiture qui est plus en très bon état, mais qui a été une belle voiture. Il porte bien le costume, il a une certaine aisance. Donc, il a connu des jours meilleurs. Et ce que j'aime, c'est son côté presque anachronique. C'est-à-dire, il fait des arnaques, mais à l'ancienne. À l'époque, il y a un moment, il dit c'est tout sur Internet maintenant. Voilà, les gens, ils ouvrent plus leurs portes. Lui, il a ce côté démodé où il continue, presque nostalgique, et il continue et surtout, c'est là que pour moi il devient ambigu, c'est qu'il continue à frapper à la porte des gens et qu'il continue à parler aux gens et qu'il rencontre des gens seuls. Il rencontre, on le voit, il y a une scène où il rencontre une vieille dame et on comprend que cette vieille dame, ses enfants n'ont pas pris de nouvelles. Donc lui, certes, il est là pour l'arnaquer, mais en même temps, il prend de ses nouvelles et ils passent un bon moment ensemble. Et sans doute que le soir, quand il rentre, il se rachète une conscience en se disant bon, c'est pas terrible ce que j'ai fait là aujourd'hui, mais en même temps, elle n'a pas passé un mauvais moment, vous voyez. Donc en ça, il y a une dimension, peut-être pas héroïque, mais enfin, il y a quelque chose d'assez noble, en fait, je crois, dans ce personnage. Et en même temps, il y a une noirceur parce qu'il aime son fils très sincèrement et très intensément, mais il aime peut-être pas son fils comme il devrait l'aimer. Voilà. Et ça, c'est moi une des leçons de vie que je ne connaissais pas quand j'avais 18 ans, mais que je connais maintenant, c'est qu'on peut être aimé par des gens qui vous font du mal. Voilà. On peut être donc aimé mais mal. Et lui, il aime son fils, mais en même temps, il lui fait mal. Il l'oppresse, il l'étouffe, il l'empêche d'être qui il est. Et en ça, donc oui, c'est un anti-héros. Et justement, cette relation père-fils, est-ce que vous pensez que c'est presque, ils sont liés d'une certaine forme de fatalité, en fait, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre ou pas C'est intéressant comme question. Moi, au début, quand j'ai écrit le film, Mika, donc le fils, devait avoir 22 ans. Et puis, j'ai vu un film sur une relation père-fils comme ça, avec un garçon de 22 ans, et ça ne marchait pas. Je me suis dit, le fils dans ce film-là, que je regardais, est trop vieux. Je pense qu'à 22 ans, 23 ans, on est capable de s'affirmer ou d'affirmer le désir d'une autre vie. Et c'est bizarre de ne pas y arriver. C'est possible, mais dans ce cas-là, il faut le traiter comme ça. Alors qu'à 18 ans, c'est pas du tout la même histoire. Moi, je crois qu'à 18 ans, mon souvenir en tout cas, c'est que on est encore... je veux dire, c'est difficile de se projeter ailleurs que dans son univers familial. Mika, il n'a pas le bac, il n'est pas allé à la fac, donc il est sans doute dans un univers social qui est très homogène. Et quand on n'a pas vécu hors de sa famille, on ne sait pas ce qui va de soi et ce qui ne va pas de soi. Si ça se trouve, il ne sait pas que son père se comporte pas du tout normalement avec lui, que tous les pères ne donnent pas des ordres comme son père donne des ordres, que tous les pères... Voilà. Et donc, quand j'ai compris ça en voyant ce film-là, je suis allé chercher Casey Motte-Klein, cet acteur qui avait réellement 18 ans, et chez qui j'ai trouvé ça aussi, c'est-à-dire, à 18 ans, on est au tout début d'une autre vie, quoi. Voilà. Oui, c'est très symbolique, c'est vraiment une période transitoire. C'est ça. 18 ans, le permis, le bac, comme vous dites. Comme des rois, du coup, représente de manière claire les classes populaires, des jeunes banlieusards qui rêvent de Paris, de la capitale, les difficultés sociales et le phénomène de distinction qu'elles peuvent traverser. Est-ce que le choix du lieu de tournage, donc Aubervilliers, si je ne me trompe pas, c'est vraiment un parti pris? Alors, c'est pas Aubervilliers. Vous savez, quand on fait un tournage, on pioche des décors dans différents endroits. Et moi, j'aime bien justement travailler sur des villes qui sont n'importe quelle ville. Voilà. C'est-à-dire, on n'est pas à Avignon, on n'est pas dans le nord, on n'est pas dans le sud-ouest, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de... Mais en même temps, il y a ce qu'il y a dans toutes les villes. C'est-à-dire que toutes les villes ont des grands ensembles d'habitations, des périphéries un peu anonymes, des zones industrielles, des zones pavillonnaires. Au fond, toutes les villes françaises, jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'on entre dans le centre-ville, elles se ressemblent beaucoup aujourd'hui. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette indistinction. Donc la ville, elle n'est jamais nommée, on ne sait pas très bien où c'est, on sait juste que c'est suffisamment loin de Paris pour que le fils se dise « mais si je veux partir, vivre mon rêve de comédien à Paris, comment je vais me loger ?» Voilà. Et donc j'ai travaillé comme ça. Et après, oui, ce qui est vrai, c'est que c'était très important pour moi qu'on tourne dans des lieux
qui sont des lieux réellement habités par les gens qu'on prétend incarner. C'est-à-dire, leur appartement, ça ne peut pas être un studio. Vous voyez, il ne faut pas tricher avec ça, parce que si vous amenez tout l'artifice du cinéma dans ces situations-là, le film ne peut pas marcher, quoi. Ça sonne faux, tout le monde le... Je veux dire, le spectateur le verra, mais même nous, dès le tournage, on le sentirait. Alors que si vous êtes dans des quartiers qui sont réellement des quartiers populaires, mais je veux dire, ça marche parce que quand vous prenez une pause entre deux scènes, ben vous y êtes, quoi. Donc il suffit d'ouvrir les... Donc quelque part, tout ça, je veux dire, je suis pas en train de dire, c'est pas un processus magique le cinéma, mais tout ça, évidemment, que ça rentre sur un plateau, hein, que ça imprègne les comédiens, que ça imprègne les techniciens, que ça imprègne la manière dont on fait les choses. Donc, vous parlez des problématiques, on peut parler des problématiques sociales qui sont représentées dans les films, comme par exemple les jeunes de quartier populaires qui essaient de chercher un boulot, de sortir de la galère, d'aller vers une meilleure vie. Ce sont des thèmes qui vous touchent? Comment dire ? Je pense qu'en France, plus que dans d'autres pays, on a le souci malheureux de la catégorie. C'est-à-dire, moi je le vis déjà en tant qu'écrivain et cinéaste, mais t'es écrivain ou t'es cinéaste? En tant qu'écrivain, mais c'est quoi le genre de livre que t'écris? C'est jamais la même chose. Vous voyez, et je pense que évidemment dans les quartiers populaires, la question de à quoi on peut prétendre, à quoi on a le droit de rêver, elle se pose. Et elle se pose de manière très stéréotypée. Voilà. Et c'est ce que j'ai aimé découvrir quand j'ai fait ce documentaire à Aubervilliers, c'est que c'était sur le football, mais j'avais des jeunes footballeurs qui avaient apparemment tous les codes, vous voyez, de la racaille, on va dire, pour le dire. Et en même temps, il y en avait un, il voulait être médecin, il y en avait un autre, il voulait faire de la musique classique, il y en avait un autre, il a une passion pour les mathématiques. Enfin, je veux dire... Dans les quartiers populaires, vous avez toute l'humanité. Ça ne se résume jamais à rap, cinéma et football et belles voitures. Il faut vraiment ne jamais y avoir mis les pieds pour croire ça. Il y a de tout. Donc au fond, moi ce qui m'intéressait en travaillant dans ces quartiers-là et en essayant de les représenter, c'est de surtout pas être dans les clichés. Et quand j'ai dû travailler sur le financement du film, on me disait, oui mais... votre jeune mec, il rêve de devenir acteur, c'est bizarre dans les quartiers. Vous voyez, on en est là aujourd'hui. Alors, à un moment donné, ça m'a mis le doute. Je me suis dit, est-ce que je fantasme le truc? Donc je me suis dit, bon, je vais aller voir dans les quartiers s'il y a une pratique du théâtre. Et à quoi ça ressemble. Voilà. Et ça a été super parce que du coup, il y a vraiment une dimension documentaire dans le film, à tel point que le prof de théâtre qu'on voit dans le film, en fait, c'est quelqu'un chez qui je suis concrètement allé écouter des gens faire du théâtre, et puis je l'ai trouvé tellement génial que je me suis dit, mais en fait c'est lui mon comédien, donc il faut qu'il vienne dans le film. Et je lui ai demandé de diriger les séances de théâtre qu'on voit dans le film comme des séances de théâtre. Voilà. Alors après, c'est un théâtre où c'est pas la comédie française, c'est un théâtre où le rapport au texte est parfois difficile, enfin voilà, il faut pas ignorer certaines spécificités, mais en tout cas il n'y a pas ce cliché de je suis un jeune mec, j'ai 18 ans, je ne peux pas rêver de théâtre. Ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. D'accord. Et du coup, en termes d'image de la représentation, comment ça s'est fait pour les couleurs, les plans, les lieux, peut-être? De la banlieue. Moi, ce que je voulais, c'était... comment dire c'est toujours intéressant de partir de votre sujet et de se dire... formellement, à quoi il faut que ça ressemble ce serait quoi la juste forme pour une histoire comme ça? Et comme j'avais des personnages qui étaient sous pression financièrement, pour moi c'était un film qui devait cavaler. Voilà. Parce que mes personnages, ils devaient cavaler. Quand ils marchaient dans la rue, je leur disais toujours accélère, il faut aller plus vite. Parce qu'ils ont le couteau sous la gorge, puisqu'ils sont menacés par une expulsion. Et donc, si vous voulez, à partir de là, formellement, c'est un cinéma qui entend suivre les personnages dans cette course effrénée. Donc ça voulait dire tourner à l'épaule, mais dans ce cas-là, autant radicaliser la chose et faire tout à l'épaule. Ça voulait dire un montage heurté, ça voulait dire un temps de... Le film est court, il est ramassé. Voilà. Mais parce qu'il est, pour moi, à l'image de mes personnages et de ce qu'ils vivent. On doit aller vite, on doit être dans l'inattendu, on doit... Voilà. Donc
ça a été ce travail-là qui a été... Et qui du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça vous impose des contraintes techniques et même des choix. Vous dites, je ne vais pas faire de travelling. Vous dites, ma lumière, par exemple, je vais faire une lumière globale pour toute la scène, parce que j'ai envie de pouvoir tourner autour de mes personnages, j'ai envie de peut-être, au lieu de filmer ça, cette prise-là, on va filmer ça. Voilà. Et ce qui était intéressant pour les comédiens, c'était de se dire... on ne sait pas sur qui va être la caméra, donc il faut jouer. Chaque prise, c'est toute la scène, et dans chaque prise, il faut tout donner, parce que si ça se trouve, c'est pour moi, si ça se trouve, on verra bien. Et j'aimais bien être dans cet inattendu-là. Le public de votre film, le potentiel public, quand il sera à l'affiche en salle, représente une société très patriarcale. C'est les hommes qui partent travailler, qui ramènent l'argent à la maison, puis les femmes restent à la maison. Pensez-vous que cette image reflète la société d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que le public peut s'y identifier? Moi, j'ai essayé de casser ça, alors peut-être que ça ne transparaît pas. Il y a effectivement un homme, le père, qui se fait une idée très patriarcale de la famille. C'est lui qui doit donner de l'argent, etc. Mais sa femme, dans la deuxième partie du film... Elle s'est mise à faire du jobbing. Il y a une scène où elle parle du fait qu'elle va faire des travaux, par exemple, qu'elle va repeindre la salle de bain de quelqu'un. Et ça, par exemple, ça m'a plu parce que je me suis dit, après tout, pourquoi le bricolage, ce serait l'apanage des hommes, voilà. Et puis, il y a cette fille aussi dont on comprend qu'elle travaille à l'extérieur, mais bon, que son CDD ne va pas être renouvelé parce qu'elle est enceinte. Ça, pour moi, c'est pas le film qui est patriarcal, c'est la société qui l'est. Et elle est victime d'une société patriarcale où, effectivement, si on apprend que vous êtes enceinte, on risque de ne pas renouveler votre contrat. Et ça, c'est vrai. Voilà. Donc, j'espère échapper à ça. Donc, pour conclure, vous avez confié dans un autre interview en 2013 que vous espériez ne plus être le cinéaste que vous étiez à l'époque. Quel bilan tirez-vous de cette réponse 4 ans plus tard? Alors, il me semble que j'avais dit dans 10 ans. Non, en tout cas, ce qui est certain, c'est que mon premier film était une comédie sociale. Dans mon deuxième film, il y avait du merveilleux, puisque c'était une histoire, une sorte de quête du Graal à l'envers. Et mon troisième film est de nouveau une comédie sociale, mais je veux dire, chaque film qui a succédé n'était pas la copie du précédent. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne crois pas que je vais aller de nouveau vers une comédie sociale. J'ai besoin de me renouveler, j'ai besoin de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, je ne suis pas capable de faire... je ne sais pas comment écrire le prochain livre et je ne sais pas comment faire le prochain film. Voilà. C'est ça qui m'intéresse, c'est de me dire, je suis devant une montagne, comment je vais faire ça? Donc j'ai besoin de ne pas savoir et donc pour ça, j'ai besoin d'aller toujours un peu ailleurs qu'à l'endroit où je me trouve. Il y a une part de mystère. En fait. Oui, qu'il y ait une part d'inattendu, qu'il y ait une part de... que ce soit véritablement un périple, quoi. Et je ne crois pas qu'on puisse faire un périple si on est toujours sur le même territoire. Après, il y a des artistes qui sont dans l'exploration toujours du même terrain, et c'est très beau, et c'est vraiment des tempéraments. Mais un film, c'est tellement une longue histoire, ça va vous prendre tellement d'années et d'énergie, que pour moi, il faut que ça ressemble à une aventure. Ce qui est certain, c'est que quand j'ai prononcé cette phrase, j'imaginais pas une seconde que je tournerais comme des rois 3 ans après. Vous imaginez quoi? À l'époque, j'espérais... À l'époque, je voulais faire une sorte de western décalé avec Denis Podalides. Voilà, on en est loin, mais le projet est toujours dans les cartons, on verra bien. D'accord. Bon, Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.